Merci de votre invitation. Bonsoir à tous. Je me présente rapidement. Je m'appelle Michel Feltin-Pala. Je suis journaliste à l'Express. Et il y a sans doute deux raisons pour lesquelles je m'intéresse à la question des langues, comme souvent une question personnelle et une question professionnelle. Personnellement, moi j'ai toujours vécu à Paris, mon père était parisien, mais ma mère était béarnaise. Et comme beaucoup de personnes de sa génération, sa langue maternelle était non pas le français, mais le béarnais, que d'autres préféreront appeler gascon ou occitan, peu importe. Et en tout cas, toute sa famille était béarnophone. Et lorsque moi je passais du temps dans le village de ma mère, au fin fond des Pyrénées, la langue d'usage de la famille, du village, était non pas le français, mais le béarnais. Et à l'échelle d'une vie, ce qui est très court d'un point de vue linguistique, j'ai vu cette langue non pas disparaître, mais elle qui était hyper majoritaire comme elle l'était depuis des siècles dans ce village, elle est devenue très minoritaire et il est très probable qu'elle aura disparu d'ici à quelques décennies, si du moins la France ne modifie pas sa politique linguistique. Donc j'ai une attache sensible, si vous voulez, presque tripale de temps en temps, vis-à-vis de ce que sont le sort des langues et de ce qu'est la menace qui pèse sur la diversité linguistique en France. Ça, c'est la raison personnelle. La raison professionnelle, c'est que, hasard ou non, on m'a toujours confié dans ma carrière professionnelle le sujet des régions, ce qui, dans les médias français qui sont à Paris, les médias nationaux, n'est pas forcément quelque chose de très valorisant, sauf que moi, ça m'a toujours passionné parce que ce que j'adore en France, c'est la diversité française. Et rien ne me plaît davantage que d'aller quelque part, de boucler ma valise et de me rendre en Alsace, dans le Nord, en Bretagne, n'importe où, à Aubervilliers, enfin, peu importe, d'aller dans un territoire et d'essayer de comprendre la spécificité de ce territoire par rapport à l'ensemble national. Moi, j'adore ça. Et parmi les multiples sujets que j'ai traités en faisant les régions, il y a eu celui des langues régionales. Et au départ, je me suis simplement contenté de décrire cette langue régionale, de raconter son histoire, ses locuteurs, son évolution. Et puis, j'ai compris très vite, finalement, on ne pouvait pas comprendre le sort des langues dites régionales en France sans comprendre également le rapport très particulier que la France entretient avec sa langue, le français, sa langue nationale. Et curieusement, d'ailleurs, on a une passion pour la langue française en France, mais on a assez peu de connaissances linguistiques sur les langues en général. Et ça m'a amené à faire deux choses sur le plan professionnel. D'une part, des livres. J'ai écrit un livre avec un collègue un tout petit peu plus connu que moi, Jean-Michel Apathy, qui s'appelle J'ai un accent et alors, qui dénonce les discriminations dont sont l'objet en France les personnes qui s'expriment avec un accent régional et qui conduit à s'interroger sur la norme. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une seule manière de bien parler le français? Et j'ai fait un deuxième livre sur l'histoire de la langue française que j'ai publié chez Larousse, qui s'appelle Le français, une si fabuleuse histoire, où j'ai essayé de raconter la manière dont. Pourquoi fabuleux? Parce qu'au départ, le français est une évolution du latin parmi d'autres, parlée à la fin pendant le haut Moyen Âge par quelques milliers de personnes autour de Paris. Et cette langue est de fait devenue l'une des grandes langues mondiales. Il n'y a pas de chiffre à donner, mais si vous prenez les 10 plus grandes langues mondiales, le français est forcément dedans. Et quand on sait qu'il existe dans le monde 6000 langues, bah, être dans les 10 premiers et sans doute plus haut que ça, c'est assez fabuleux parce qu'il y a d'autres langues qui, pendant ce temps-là, ont disparu, par exemple. Et fabuleux aussi parce qu'il y a beaucoup de fables qui se racontent sur la langue française. Le français sera une langue pure, une langue claire, la langue de la liberté, etc. Et j'essaie de démonter aussi les fables qui se racontent sur la langue française. Et pour revenir sur notre sujet, j'ai raconté aussi comment le français s'est imposé face aux langues régionales. Il faut savoir que le français a été une langue minoritaire en France jusqu'au XIXe siècle. L'idée que la France ne parlerait qu'une langue et que cette langue est parlée par tout le monde depuis tout le temps est complètement fausse. Le français était minoritaire jusqu'au XIXe siècle en France et donc il a dû se bagarrer pour s'imposer sur le territoire national. Euh, alors, le thème de la conférence, alors, pardon, et puis il y a une troisième chose que je fais depuis 3 ans maintenant, c'est que j'ai lancé une lettre d'information hebdomadaire sur les langues qui s'appelle Sur le bout des langues, qui s'intéresse aux langues de France. C'est-à-dire j'écris à la fois sur le français en lui-même, mais aussi sur les langues dites régionales, et puis en général sur les langues du monde de temps en temps. Et ce que je faisais avant de manière un peu sporadique, quand je faisais un livre ou quand je faisais un article sur telle ou telle langue, eh bien, c'est devenu quelque chose de thématique. Maintenant, toutes les semaines, je lis des livres, je rencontre des linguistes, j'écris sur le sujet, et donc bah, petit à petit, je suis monté en connaissance, si je peux dire, sur le sujet. Donc, pour venir sur le thème de la conférence lui-même, on m'a demandé de répondre à une question qui est un peu provocatrice. L'anglais sera-t-il un jour la seule langue parlée en France? Alors, je rassure ceux d'entre vous qui seraient inquiets, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais ce n'est pas une perspective de court terme.
ni vous ni moi ne verrons cela de notre vivant, c'est sûr. Ça n'est pas une perspective de court terme. De notre vivant, aucun d'entre nous ne verra tous les Français parler anglais et seulement anglais en France. Mais ça n'est pas complètement impossible à long terme et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Pour cela, je vais développer 4 parties dans mon intervention. La première partie, c'est que je vais vous rappeler qu'il est arrivé très souvent dans l'histoire que la population d'un territoire change de langue. La deuxième partie, c'est que je vais vous expliquer qu'il y a des conditions pour cela. Je vais vous donner les principales. La troisième partie, c'est que je vais vous expliquer que ces conditions ne sont pas encore réunies en France pour que les Français se mettent à parler français. Et la quatrième partie, c'est que je vais expliquer qu'il y a différents signaux qui vont dans le mauvais sens et qui peuvent laisser penser que le processus a commencé à être enclenché. Alors, première partie, il est arrivé très souvent dans l'histoire que des populations d'un territoire changent de langue. C'est vrai dans le monde, naturellement avec principalement le colonialisme, mais vous allez en Amérique du Sud, on parle espagnol et portugais, principalement, ça n'était évidemment pas les langues d'origine des Sud-Américains. Vous allez en Amérique du Nord, on parle principalement anglais et français, même chose. Vous allez en Afrique, on parle français, anglais, portugais. Ça n'était pas naturel, évidemment. Vous allez au Maghreb, on parle arabe. Et donc, par des phénomènes de conquête militaire ou religieuse, beaucoup de territoires ont été amenés à changer de langue. C'est déjà arrivé donc dans le monde, mais c'est déjà arrivé en France. Nos ancêtres, les Gaulois, pour reprendre la formule classique, même si elle est en partie erronée, par les Gaulois, par définition, ils sont passés au latin. Et puis, je parlais de mon Béarn, mon cher Béarn, mes arrière-grands-parents parlaient béarnais, et puis aujourd'hui, tout le monde parle français. Et ce que je dis du Béarn est vrai de la Corse, de l'Alsace, de la Bretagne, de la Picardie et d'ailleurs. Donc, ce sont des phénomènes qui ne sont pas aussi inaccessibles que cela. Mais pour qu'un territoire change de langue, il y a des conditions. Alors, je ne vais pas toutes vous les donner, j'en ai sélectionné 4. L'utilité de la nouvelle langue, l'utilité perçue de la nouvelle langue, le prestige associé à cette nouvelle langue, l'attitude des élites du territoire par rapport à leur ancienne langue, et puis le temps. Alors, je les prends un par un. L'utilité, si je reprends l'exemple des Gaulois et du latin, qu'ont fait les Romains pour conduire les Gaulois à changer de langue? Je vous rassure, ils n'ont torturé personne, ils n'ont mis personne en prison, il n'y avait pas une amende quand vous étiez surpris à parler gaulois. Les Romains ont fait une chose très simple, ils ont fait du latin la langue officielle de l'Empire romain. Et ce faisant, ils ont fait du latin la langue de la promotion sociale. Et les Gaulois, petit à petit, ont compris que s'ils voulaient s'élever dans la nouvelle société romaine ou gallo-romaine, il fallait maîtriser le latin. Que s'est-il passé dans les régions françaises pour que les populations abandonnent leur langue historique et passent au français? La même chose. On a fait du français la seule langue de l'enseignement. La seule langue de l'enseignement et donc de la promotion sociale. Il n'était pas possible de devenir médecin en breton, de devenir avocat en picard, de devenir instituteur en corse. Il fallait passer par le français. Et donc les familles ont compris, on leur a fait comprendre, qu'elles devaient changer de langue si elles voulaient assurer l'avenir de leurs enfants. Et donc ce mécanisme est très puissant et je vous renvoie vers un site de l'université de Laval, alors Laval au Québec, non pas en Mayenne, parce qu'on s'intéresse un peu plus à la diversité linguistique au Québec qu'en France. Donc sur le site qui est assez formidable de l'université de Laval, sur les langues, il est écrit ceci: seul l'intérêt économique explique que des communautés abandonnent leur langue pour une autre qu'elles jugent plus rentable. Donc ce phénomène de l'utilité, il est majeur et c'est cela qui se vérifie très souvent dans l'histoire. Le deuxième facteur, c'est le prestige associé à la nouvelle langue, à la langue qu'on va présenter comme haute par opposition à la langue ancienne qu'on va présenter comme basse. Il y a deux méthodes qui sont utilisées pour cela et qui peuvent d'ailleurs se cumuler. La première consiste à associer à la nouvelle langue toutes les fonctions de prestige. On va faire de cette nouvelle langue la langue de l'enseignement, je l'ai dit, mais aussi la langue de la politique, la langue de la littérature enseignée à l'école, la langue de la science, la langue de la religion, la langue des grands médias, etc., etc. En France, cette langue de prestige, pendant des siècles et des siècles, ça a été le latin. Et puis, il y a eu un renversement au profit du français à partir du XVIe siècle. C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui chasse le latin
de la justice. Alors, je ne rentre pas dans le débat pour savoir s'il fallait le remplacer uniquement par le français, comme on le dit souvent, ou par toutes les langues de France, ce que pense la majorité des historiens, mais en tout cas, on a chassé le latin de la justice, on a fait rentrer le latin à l'université, alors qu'avant le français à l'université, alors qu'avant le latin, on avait le monopole. Les écrivains se sont mis à écrire en français, alors que pendant des siècles, on estimait qu'on ne pouvait créer de vraies œuvres qu'en latin, et c'est Du Bellay, Ronsard et les autres. Et puis la religion, avec la Réforme, puisque les protestants vont considérer qu'il fallait traduire la Bible dans la langue vulgaire, pour la langue du peuple, pour que les gens comprennent, et on a commencé à parler français dans les temples, et donc à parler de Dieu en français et non plus en latin. Donc vous voyez, on a associé au français des fonctions de prestige qui auparavant étaient réservées au latin. Et puis, on a fait une deuxième chose, c'est qu'on a développé un discours méprisant vis-à-vis des anciennes langues, qui d'ailleurs n'ont même pas eu le droit au mot langue, qui ont été traités au mieux de dialecte, au pire de patois. Je donne la définition du mot patois dans l'encyclopédie du XVIIIe siècle, Diderot d'Alembert, donc un texte, vous voyez, des Lumières, donc censé être ouvert, patois, langage corrompu tel qu'il se parle dans toutes les provinces, chacune a son patois, on ne parle la langue que dans la capitale. Oui. Donc, vous voyez un mépris de toutes les langues parlées historiquement au profit d'une langue qui serait supérieure, le français. Et c'est ce qui fait dire à un sociolinguiste qui s'appelle James Costa, avez-vous remarqué que ceux qui sont censés pratiquer les dialectes et les patois sont généralement des Noirs, des vieux et des pauvres, et que ce sont toujours ceux qui ont le pouvoir, l'Occident, les Occidentaux au temps du colonialisme, Paris en France, qui ont le droit d'établir les catégories et de dire qui parle une langue et qui parle un patois. Ce sont évidemment des constructions, les linguistes le savent, toutes les langues d'un point de vue linguistique sont égales, en revanche, certaines sont devenues des langues officielles d'un État, d'autres ne le sont pas. Donc voilà, l'utilité d'une part, un discours valorisant pour la nouvelle langue, dévalorisant pour l'ancienne langue. Et le troisième facteur, c'est l'attitude des élites de la langue qui parlaient la langue historique du territoire. Dans la plupart des cas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce sont les élites des territoires en question qui trahissent les premières, la langue du territoire en question. Ça a été vrai quand les Gaulois sont passés du gaulois au latin. Les premiers à passer au latin, ça a été les élites gauloises qui ont très bien compris que si elles voulaient s'élever dans la nouvelle société, il fallait maîtriser le latin. Alors elles l'ont fait elles-mêmes, en tout cas elles ont permis à leurs enfants de le faire en les envoyant dans les meilleures écoles où on apprenait le latin. C'était à Marseille, c'était à Autun, c'était à Rome pour certains, et comme ça, leurs enfants ont accédé aux meilleures places. Ça a été exactement le cas pour les régions françaises. On a vu des tas d'élites à Marseille, à Bordeaux, à Brest ou ailleurs passer aux Français avant même qu'on le leur demande. On a vu par exemple le Capitole, Toulouse, donc région prestigieuse avec l'occitan, qui était, vous le savez, au temps des troubadours, une langue très prestigieuse pourtant, donc ils avaient des atouts. Bien, le Capitole s'est mis à écrire ses délibérations en français avant même qu'on lui demande, parce que c'était une manière de se faire bien voir du roi, puissant, de s'arroger les meilleures places. Puis il y a un troisième facteur, c'est que les élites, entre guillemets, ont toujours le souci de se distinguer du peuple. Et donc, quand vous maîtrisez la langue prestigieuse, vous vous sentez supérieur au peuple. C'est encore vrai aujourd'hui avec les différents registres de français. On voit que là où les élites résistent davantage, ça va beaucoup mieux pour la langue en question. C'est vrai du Québec, par exemple, où là, il y a une conscience linguistique et où les élites se bagarrent, une partie des élites en tout cas se bagarrent pour défendre le français face à l'anglais. C'est vrai en Catalogne espagnole, par exemple, ou à Barcelone, on estime qu'on n'a jamais eu de complexe vis-à-vis de Madrid. Au contraire, parfois on se sent un peu meilleur que Madrid. Et du coup, les élites barcelonaises ont défendu le catalan. On n'a pas du tout le cas à Perpignan, par exemple, avec la même langue, le catalan, parce que État centralisé et le discours était très différent. Donc, le rôle des élites est très important pour la sauvegarde ou le déclin d'une langue. Et puis, le quatrième facteur, c'est le temps. Les Gaulois ne sont pas passés, on ne change jamais de langue du jour au lendemain, évidemment. Les Gaulois ne sont pas passés au latin en 3 jours. On estime que la fin du gaulois sur le territoire qu'allait devenir la France, ça a duré 5 siècles à peu près, et qu'on n'a plus parlé gaulois à partir du 5e siècle après Jésus-Christ. Si vous prenez Alésia, il a fallu 500 ans pour que le gaulois disparaisse et que toutes les personnes qui habitaient ce territoire parlent latin. Si on prend les langues régionales, et si je reprends le 16e siècle, pour point de départ, on est 5 siècles après, les langues sont encore parlées, on peut encore les sauver, c'est pour ça que moi je me bagarre pour elles beaucoup, parce que c'est une richesse, mais vous voyez le temps qu'il faut pour qu'un territoire change de langue. Alors, ces conditions sont-elles remplies pour que les Français passent à l'anglais? Eh bien, pas encore, et je vais les reprendre rapidement toutes les 4. L'utilité, non. En France, on peut réussir socialement en français, c'est tout à fait possible. Mais on observe depuis quelques années que l'anglais est favorisé, notamment dans l'enseignement supérieur. C'est la loi Fioraso, en 2013,
qui modifie la loi Toubon pour favoriser l'anglais dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est en 2020 une série de décrets pris par le gouvernement Philippe qui subordonne en fait l'obtention de différents diplômes de l'enseignement supérieur, des BTS, des licences pro, etc., à une certification en anglais. Il faut avoir un bon niveau d'anglais pour avoir une licence ou un BTS. Et je le signale, c'est vrai, y compris si vous voulez enseigner le français dans un pays francophone. On exige désormais que vous ayez un bon niveau en anglais. Et puis, il suffit d'observer les offres d'emploi. Dans de très nombreuses offres d'emploi, la maîtrise de l'anglais est vue comme une condition impérative. Donc, on peut encore faire carrière en français en France, c'est sûr, mais on voit bien que l'anglais avance et que la maîtrise de l'anglais devient, pour certains, un passage obligé. Le deuxième facteur, c'est le prestige et la honte de soi. Il faut dire les choses comme elles sont. Dans certains milieux, le français est jugé par nature ringard et l'anglais est jugé par nature moderne. C'est très vrai dans la publicité, c'est très vrai dans les milieux de la communication, c'est très vrai, hélas, dans le milieu de la presse écrite auquel j'appartiens, c'est très vrai des écoles de commerce. Je relisais un article il y a quelques jours de cela. Sachez qu'on ne peut plus étudier à l'école supérieure de commerce de Rennes, on étudie à la Rennes School of Business, et que vous n'étudiez plus à l'école de commerce de Troyes, mais à la South Champagne Business School. Voilà. Toutes les écoles de commerce sont des business schools en France aujourd'hui, et c'est vrai de manière générale dans le monde de l'entreprise. Notez-le, c'est vrai y compris dans des domaines d'excellence de la France. Il n'y a plus de semaine de la mode à Paris. Il y a une Fashion Week. Les couturiers français ne sont pas réputés les plus mauvais du monde. Pas réputés. En gastronomie, on parle de fooding en France, j'entends bien. J'ai lu récemment que Danone vient de remplacer sa marque taille fine par Light and Free. Et le slogan de Danone, c'est One Planet, One Health. Bon, les Français ne sont pas les plus mauvais en cuisine, surtout si on se compare avec les Anglais, quand même, normalement. Vous voyez que même là, voilà, ça dérive un peu. Le problème, qu'il y ait quelques milieux professionnels qui raffolent des anglicismes, ce ne serait pas très grave s'ils restaient entre eux. Je n'ai strictement rien contre les peintres en bâtiment, mais si les peintres en bâtiment parlaient anglais entre eux, ce n'est pas très grave. Le problème de ces milieux, de la pub, de la communication, c'est que la manière dont ils parlent ont une influence sur les autres puisqu'ils communiquent auprès de tout le monde. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que ce sont des milieux qui, à mon avis, pour l'instant, sont encore isolés, mais qui ont une influence sur le langage des autres, d'autant qu'ils sont supposés vecteurs de modernité. Et donc, ils ont un facteur d'attraction puissant. J'en profite pour tordre le cou à un cliché. Beaucoup de collègues me disent « moi, j'utilise des mots anglais parce que c'est plus court ». C'est vrai, l'anglais est plus court que le français, mais ce n'est pas du tout la raison pour laquelle ils passent à l'anglais. On passe à une langue parce qu'elle est plus prestigieuse. Si les gens ont envie d'utiliser des mots anglais à la place de mots français, parce que l'anglais est la langue des États-Unis, qui est la puissance moderne, la plus puissante en économie, la puissance militaire, puissance technologique, puissance culturelle avec Netflix, Hollywood, Disney et les autres. Et c'est pour ça que certains parlent anglais. Au XVIe siècle, beaucoup de Français se sont mis à raffoler des italianismes, parce que la grande puissance au temps de la Renaissance, c'était l'Italie, et pourtant les mots italiens ne sont pas plus courts que les mots français. C'est toujours ça qui fait. Troisième facteur, la trahison des élites. On y est en plein, je viens d'en parler. J'ajoute que malheureusement, ça n'est pas que le secteur privé qui raffole des anglicismes, y compris les politiques, y compris, je ne fais pas de politique en soi, mais notre président actuel qui parle de Startup Nation et qui s'emploie à parler anglais à l'étranger, y compris quand il est en Allemagne, n'est pas forcément le meilleur exemple. Je rappelle que le gouvernement vient de lancer le pass sanitaire, pass sans E. Je suis désolé, moi je croyais que pass en français, ça prenait un E. Et le pire du pire, je vous avoue que ça me fait mal au cœur, le ministère de la Culture a lancé le pass culture sans E. Pass culture sans E, le pays de l'exception culturelle. Bon, donc on ne peut pas dire que les élites défendent de toutes leurs forces le français contre l'anglais. Et puis le dernier facteur, c'est le temps. Alors je disais qu'il a fallu 500 ans pour passer du gaulois au latin et que pour les langues régionales qui résistent encore, on en est à plus de 500 ans. Voilà. Là, les lois dans l'enseignement supérieur, ça fait 10 ans. Donc on en est au tout début du processus. Donc évidemment, cette condition-là n'est pas remplie. Donc les conditions ne sont pas encore remplies pour que les Français se mettent à parler anglais entre eux, mais il y a donc de nombreux signaux qui vont dans le mauvais sens, c'est ma dernière partie. Il y a tous ceux que j'ai cités, j'ajoute les anglicismes. Je peux accepter des anglicismes quand il y a un nouveau produit qui arrive, qui a été inventé par les Américains. Bon, voilà, on n'a pas de nom encore en France. Admettons qu'on prend le nom anglais, mais je parle d'anglicismes qui remplacent des mots français bien installés et qui sont utilisés entre Français. Vous avez remarqué qu'on n'arrête plus de trafiquants en France, on arrête des dealers, que les équipes de France de rugby ou de foot n'ont plus d'entraîneurs, elles ont des coachs.
Et des exemples comme ça, je pense que vous en avez des dizaines chacun. Donc on voit bien qu'il se passe autre chose que la simple avancée technologique. La télévision. Quand Marcel Provost m'a proposé cette conférence, j'ai travaillé et j'ai regardé les titres des émissions de télévision françaises aux heures de grande écoute. Une semaine lambda, c'est la semaine du 3 au 9 octobre sur les chaînes de la TNT. Bien, vous aviez le choix entre Chicago Fire, Good Doctor, Cash Investigation, BFM News, The Voice All Stars, Atlantic Crossing, American Pickers. Je parle de chaînes françaises aux heures de grande écoute. En 2013, j'avais regardé la liste des 100 émissions qui ont fait le plus d'audience de l'année. Plus de la moitié portaient des noms anglais. Je parle bien de la télévision française. Vous allez dans nos rues. Carrefour, petite PME francophone qui se débrouille, nous a lancé dans toutes les rues françaises pour les Français des Carrefour City et des Carrefour Market. Je pense qu'effectivement, les Français n'auraient pas supporté, ils n'auraient pas compris si c'était marqué Carrefour Marché. Vous voyez, ça, c'était pas possible. Il faut que ce soit Carrefour Market en France. J'observe que certaines familles privilégient l'anglais pour l'éducation de leurs enfants. Recours à des babysitters, le mot est bien choisi, anglaises. J'ai vu pendant la campagne municipale à Paris de 2020, le candidat qui n'a pas duré, Benjamin Griveaux, mais qui était quand même le candidat macroniste, donc qui était quelqu'un d'important, demander dans son programme que les crèches et les maternelles passent à l'anglais à Paris. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de signes qui vont dans ce sens-là, qui ne sont pas malheureusement un signe d'ouverture culturelle, parce que moi, je suis un amoureux des langues, donc ça me réjouirait. Mais j'observe qu'on ne le fait que pour l'anglais. On n'a rien de tel pour l'italien, le portugais, l'espagnol, le japonais et les autres. C'est bien donc un rapport de domination de l'anglais face au français, d'infériorisation du français face à l'anglais, et ni un signe d'ouverture culturelle, ni un signe d'échange culturel. Donc ma conclusion, si je devais conclure de tout ça, c'est que je pense que le français ne va pas être remplacé par l'anglais pour trois raisons. La première, c'est que, je vous l'ai dit, toutes les conditions ne sont pas réunies. La deuxième, c'est que le français a un état. Ça n'était pas le cas du gaulois, ça n'était pas le cas, ce n'est pas le cas pour les langues régionales, ce n'est pas le cas pour les Amérindiens d'Amérique du Sud face à l'espagnol et au portugais, etc. Et qu'on sait qu'il est plus facile pour une langue de se défendre quand elle peut s'appuyer sur un État si elle le veut, s'il y a une volonté politique, évidemment. Et puis, la troisième chance du français, c'est qu'il a la francophonie. Et que, paradoxalement, il y a souvent une meilleure conscience de ce qu'est la diversité linguistique ailleurs qu'en France. L'exemple du Québec est sans doute le meilleur. On sait ce que c'est qu'une langue menacée. Là-bas, on résiste. Vous avez peut-être vu récemment les mésaventures du PDG anglophone d'Air Canada qui avait expliqué qu'il n'avait aucune intention d'apprendre le français. Il y a eu un tel tollé que le pauvre a fait une déclaration de contrition. Il a dit qu'il adorait le français et qu'il allait l'apprendre dès le lendemain. Parce que là-bas, ça résiste. En France, c'est beaucoup moins le cas. Mais la France a la chance, le français a la chance d'avoir la francophonie. Et le paradoxe, c'est que le français sera peut-être sauvé par ses anciennes colonies. Donc, ça ne devrait pas arriver, mais il y a un piège. C'est que, je le redis, jamais nous ne verrons l'anglais remplacer le français. Jamais nos enfants ne le verront, jamais nos petits-enfants ne le verront. Mais c'est là le piège. Parce que jamais Vercingétorix n'aurait imaginé que le gaulois disparaisse de Gaule. Jamais mes arrière-grands-parents n'auraient imaginé que le béarnais disparaisse de leur vallée. Parce que ce sont des phénomènes de long terme. Et parce que ce sont des phénomènes de long terme, on ne fait pas attention, souvent. On laisse faire les choses, on laisse l'engrenage s'enclencher avec, à terme, la disparition, mais qu'on ne voit pas venir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut être d'autant plus vigilant en France que nous n'avons aucune éducation à la culture linguistique. On ne nous apprend pas que les langues sont des richesses. On ne nous apprend pas qu'elles sont fragiles. La preuve, c'est qu'on massacre nos langues dites régionales par le français avec deux arguments. C'est quand même plus pratique de parler français tous ensemble et c'est plus utile de parler français pour trouver du boulot. C'est vrai. Sauf que c'est confondre langue commune, qui ne me pose aucun problème, et langue unique. En France, on va vers la langue unique parce que c'est plus pratique et parce que c'est plus utile. Mais je dis attention, parce qu'il y a une langue qui est encore plus pratique et plus utile que le français, c'est l'anglais. Et donc cette politique de monolinguisme, d'indifférence vis-à-vis des langues régionales, qu'on traite encore de patois dans des discours officiels, est une erreur, même pour le français. Je pense que c'est en défendant les langues régionales, c'est pour ça que les deux combats sont liés, en défendant les langues régionales et en s'ouvrant à la diversité linguistique, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre aux Français face à l'anglais. Parce que le jour où les Français sauront ce qu'est la diversité linguistique, ils seront plus vigilants vis-à-vis de l'anglais face aux Français. Voilà, j'en ai terminé, je vous en remercie. Je fais une habile transition pour vous dire que
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à ma lettre d'information. Elle est gratuite. Si ces questions vous intéressent, il suffit d'aller sur Internet, de taper sur le bout des langues. Sur le bout des langues, vous entrez votre adresse, vous la recevrez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous dis ça parce que on n'est pas très nombreux dans les journalistes de la presse parisienne à s'intéresser à ces questions. Et ma direction, et c'est normal, me dit ben, Michel, tu fais ça. Est-ce qu'il y a des lecteurs que ça intéresse? C'est gratuit. Et donc, s'il n'y a pas assez de lecteurs, ça s'arrêtera. J'en serais malheureux à titre personnel. Mais je pense que pour la cause de la diversité linguistique à laquelle je pense nous sommes tous attachés, c'est utile que dans la presse nationale, il y ait des journalistes qui s'occupent de ça pour essayer de faire un peu pression sur les gouvernements lorsqu'ils se laissent un peu aller. Je vous remercie et je laisse la parole à Yves Monteau.